Une virgule. 6h30, 9h, la matinale. Jean-Louis Etienne, pour beaucoup, vous restez celui qui, un beau jour de mai 1986, a atteint le pôle Nord seul en tirant son traîneau. Après ce premier exploit, vous avez multiplié les expéditions, à pied, en traîneau, en bateau, en ballon, sur les pôles, les océans, les mers froides, mais aussi les mers plus chaudes avec l'expédition Clipperton. Depuis plus de 40 ans, vous arpentez la planète dans toutes ses extrémités. En 40 ans, vous avez vu notre planète se réchauffer, s'abîmer ? Oui, je l'ai vu surtout dans les régions polaires qui sont quand même comme tout ce qui est les points froids du globe se réchauffent. Effectivement, les régions polaires sont touchées. La glace disparaît au pôle Nord à la fin de l'été d'une manière dramatique et en Antarctique aussi. Donc c'est une évidence. Quand on fréquente ces régions régulièrement, on voit l'évolution. Et même sans aller si loin, les glaciers des Alpes, par exemple des Pyrénées, régressent d'une manière dramatique, quoi. De quand date pour vous la prise de conscience ? Est-ce que vous avez eu un déclic ? Est-ce que vous pouvez Vous le dater ? savez, j'ai traversé l'Antarctique, donc le pôle Sud, en 89-90. En 90, j'ai fait une conférence avec Claude Lorius. Claude Lorius est un éminent glaciologue. C'est lui qui a trouvé que dans les glaces de l'Antarctique, on pouvait trouver l'histoire du climat. Et on a fait une conférence conjointe, donc moi je parlais de la traversée, lui parlait de ses recherches, et il avait prononcé un mot que je n'ai jamais oublié. Il parlait du réchauffement climatique, et il avait dit « le processus est enclenché ». Je me souviens de ça parce que ça veut dire enclencher, ça veut dire tout d'un coup il y a une machine, la machine climatique qui se met en œuvre. Ça a une inertie colossale, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible, ce n'est pas de la discussion populaire. Le réchauffement climatique est une maladie chronique de la Terre qui est en train de nous gagner. Vous participez aujourd'hui à Lyon à ce colloque sur l'eau. Quelles sont les principales conséquences du réchauffement climatique que vous avez pu observer sur les océans ? Sur les océans, si vous voulez, sur les océans, ce n'est pas très visible, mais le niveau de l'océan monte de 3 mm par an. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est tous les ans 3 mm. Donc on voit bien que le niveau de l'océan monte pour deux raisons. Parce qu'il se réchauffe, tout corps qui se réchauffe se dilate. Et deuxièmement, il y a une fonte des glaces qu'on a évoquée, de l'Antarctique, des régions alpines. Et ça amène de l'eau à la mer et donc le niveau monte. Quand le niveau monte, il y a une érosion des côtes et on voit des images aujourd'hui de côtes érodées avec des maisons qui ont été construites en bord de mer, qui doivent régresser, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est sournois, qui est lent, mais qui est à l'œuvre. Quand vous constatez tout ça, quel est votre sentiment ? Vous êtes en colère ? Vous êtes dépité, triste ? Ni en colère, ni dépité, ni triste, je crois, offensif. C'est-à-dire que pédagogue surtout. Vous savez, on a perdu beaucoup de temps en disant ça se réchauffe pas. C'est devenu une valeur populaire, alors que ce n'est pas une valeur populaire, le réchauffement climatique. C'est une mesure scientifique. La température moyenne de la planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. Ça ne se perçoit pas. Quand ce matin, les gens vont acheter la baguette de pain en disant « Salut, ça va ? T'as vu le temps qu'il fait ?» Vous voyez ce que je veux dire ? On parle du temps qu'il fait, de la santé, mais on ne le perçoit pas. Le réchauffement climatique, c'est cette espèce de fièvre chronique qui gagne petit à petit. Alors aujourd'hui à Lyon, c'est une journée des solutions. Pour vous, Jean-Louis Etienne, on peut encore agir ? Rien n'est irrémédiable ? C'est une machine climatique qui a une inertie colossale. Donc on ne va pas l'arrêter comme ça du jour au lendemain, même en prenant des mesures drastiques. Il faut réduire les émissions de CO2. Le gaz carbonique, c'est un gaz qui agit à l'état de trace. Dans la conversation, c'est devenu banal, le gaz carbonique. Mais il agit à l'état de trace. C'est un gaz très efficace et qui est c'est 0,04% de la composition de l'atmosphère. C'est rien du tout, mais il est extrêmement puissant. Donc il faudrait arrêter les émissions de CO2. Comment ? Ça touche l'énergie, donc on ne peut pas arrêter la machine économique ni énergétique planétaire. Déjà, si on passait du charbon au gaz, le gaz émet la moitié de CO2, c'est une mesure. Chaque personne qui nous écoute doit être économe en énergie, de l'habitat. C'est énorme l'énergie qu'on peut économiser, si vous voulez, en isolant l'habitat et faire de ces déplacements, je dirais, un acte sportif, c'est-à-dire marcher davantage, comme je l'ai fait ce matin pour venir chez vous rapidement. Il y a des solutions de transition énergétique vers des énergies non carbonées. On peut avoir de plus en plus des moyens de transport qui sont peu émetteurs. C'est ça, il faut arrêter les émissions de gaz carbonique. En ce moment, on a une grogne sociale importante sur la hausse des prix du carburant. On nous explique qu'il faut diminuer notre consommation de carburant, mais certains Français sont coincés. Vous comprenez cette colère ? La colère, elle est le symptôme d'une colère générale, quoi. Puis en même temps, la capacité des réseaux sociaux à mobiliser les gens en colère, si vous voulez, fait que tout d'un coup, on a ce sentiment que la nation tout entière
descend dans la rue et est en colère. On est obligé de passer par des contraintes sur les émissions de CO2. C'est une vraie maladie chronique de la planète qui va nous tomber dessus. Si vous voulez, quand on voit arriver petit à petit ces cyclones, ces tempêtes tropicales qui deviennent des cyclones, ces inondations catastrophiques, et c'est dans tous les pays du monde qu'on le voit aujourd'hui, c'est pas que chez nous. Il faut être extrêmement rigoureux sur les émissions de gaz carbonique. C'est une façon de les réduire, mais je crois que les gilets jaunes se sont cooptés avec la facilité des réseaux sociaux à coopter du monde, si vous voulez, et je crois qu'ils symbolisent une grogne latente qui est là. Le pays est difficile à transformer. Depuis longtemps, on a vécu à crédit, c'est-à-dire chaque fois qu'on avait une difficulté, on empruntait pour trouver une solution. Ce gouvernement-là essaye d'être beaucoup plus rigoureux sur l'activité économique, et effectivement, on en pâtit tous un peu. Jean-Louis Etienne, je voudrais qu'on parle de vos expéditions. J'ai retrouvé un article du quotidien La Croix au lendemain de votre arrivée au pôle le 13 mai 1986. On vous décrit comme étant très représentatif de ces sportifs de l'inutile. Alors, je trouve que c'est un peu injuste, mais à quoi servent toutes vos expéditions ? Ah oui, c'est rigolo. C'est une aventure personnelle que j'ai faite au pôle Nord, si vous voulez. Cette notion d'inutile, c'était un alpiniste célèbre qui avait écrit ça, Les conquérants de l'inutile. Vous savez, je fais beaucoup de conférences, je fais beaucoup d'interventions en milieu scolaire. Et bon, aujourd'hui, je vais avoir 72 ans et je me rends compte qu'il y a toute une population qui s'étale sur plusieurs générations qui me disent « Dis donc, grâce à vous, on a eu l'idée ou l'envie d'eux. » Vous voyez, l'aventure est quelque chose qui est mobilisateur. Et moi, j'en profite depuis pour faire de la pédagogie. L'aventure permet de faire des passerelles attractives entre les sciences de terrain, l'environnement et l'éducation. Donc, les choses de cette expérience-là, je dis à tout le monde, quand vous avez une idée, c'est précieux, une idée vous voyez, qui vous mobilise, qui ce matin fait que tout d'un coup on a envie. Il y a 3 choses qui sont devant vous, y consacrer du temps, du travail et de la persévérance. C'est comme ça qu'on se construit. Et cette aventure au pôle Nord a été très constructive pour moi et c'est ça que je transmets. C'était une aventure personnelle. Tout à fait, oui. Mais après, vos expéditions ne sont pas toutes des aventures personnelles. Elles font aussi progresser la recherche scientifique. J'ai construit Antarctica qui s'appelle Tara aujourd'hui et qui continue à faire des explorations extraordinaires et en même temps une pédagogie qui est très présente dans les milieux scolaires. Et puis, quand on fréquente les régions polaires, on devient, si vous voulez, l'ambassadeur de ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, le changement climatique. Monsieur, vous y avez été, vous avez vu, vous voyez... Il y a une responsabilité ? Il y a à la fois une légitimité de terrain et une responsabilité. Et donc, moi, je profite de la parole qui m'est donnée pour effectivement faire de la pédagogie auprès des gens qui nous écoutent, mais je suis invité à parler dans le milieu politique, au Sénat, à l'Assemblée nationale, auprès des industriels. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on vous écoute plus ? Oui, parce que moi, je suis pas dans un parti politique, je n'arrive pas en défendant un parti. Je défends une cause. Donc j'ai une neutralité, si vous voulez, par rapport à ça. Et mon rôle, et j'adore ça, c'est faire de la pédagogie. Transformer, si vous voulez, des phénomènes complexes en quelques mots simples, de manière... Vous savez, quand vous rencontrez un homme politique, ils ont des décisions à prendre toutes les 8 minutes, des choses qui sont plus ou moins légères. Si vous leur parlez en plus du climat, ils disent « je comprends ce que vous me dites ». Et donc mon rôle, c'est de dire ça. On a une fièvre chronique, vous voyez. La planète, elle a une fièvre chronique. Il faut mettre un traitement en œuvre avant les complications. C'est quelque chose qui rentre dans le cerveau des gens. Et donc mon rôle, il est là, faire de la pédagogie, trouver des mots simples pour être percutant. Alors, vous nous avez parlé de votre légitimité, donc à être un témoin en première place pour observer ce qui se passe. Quelles sont les découvertes que vous avez pu faire autour de ces 40 années d'expédition, celles qui vous ont le plus marqué ? Alors déjà, en parlant d'un travail qu'on a fait sur moi, en allant au pôle Nord. Quand je suis rentré du pôle Nord, ma température était à 35,5. Vous voyez, 1,5 degré, ce qui est énorme. C'est énorme sur la masse du corps. Ça reflète quoi ? Ça reflète que l'homme a une capacité d'adaptation extraordinaire. Ça fait l'objet d'une thèse, c'est-à-dire que mon corps, et comme le corps de tous ceux qui nous écoutent ce matin, s'ils partaient au pôle Nord, le corps est intelligent. C'est-à-dire qu'au lieu de demander des calories, si vous voulez, de consommer de l'énergie pour rester à 37, il a fait cette acclimatation, je dirais, de descendre le thermostat à 35,5. Bon, ça, c'était une constatation personnelle. Mais ce que je retiens surtout, les chercheurs qui m'accompagnent font du travail. Mais vous savez, la recherche de terrain, c'est
faire de la mesure, faire de l'observation, ramener effectivement cette mesure, en faire des publications, et c'est la somme des publications qui donne des tendances. C'est sur des tendances aujourd'hui que l'on prend des mesures, et le changement climatique a une illustration parfaite, c'est-à-dire que c'est chronique, c'est lent, c'est latent, c'est doucement. Puis, vous savez, en médecine générale, on vient vous voir, moi j'ai été médecin pendant quelques années, on vient vous voir, docteur, j'ai mal là. D'accord, on va regarder ça. Puis après, docteur, j'ai mal là. Ensuite, vous voyez, il y a un symptôme, 2 symptômes. Au 3e, on commence à dire, mais c'est peut-être l'organisation d'une maladie. C'est la même chose pour la planète ? C'est la même chose pour la planète. On constate ceci, cela, et on se dit, attention, là, on est en train d'exagérer, quoi. Jean-Louis Etienne, vous avez d'autres projets ? J'ai un projet qui s'appelle Polar Pod. Polar Pod, vous nous en donnez des nouvelles ? Ben écoutez, ça évolue, je dirais l'étude est terminée. C'est un navire vertical qui va tourner autour de l'Antarctique, entraîné par le courant circumpolaire. C'est un navire, une station autonome en énergie. On va mesurer 2 choses importantes. D'une part, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. C'est-à-dire le CO2 que l'on émet en excès se dissout dans les eaux froides autour de l'Antarctique. Quelle est sa performance ? Quel rôle il joue vraiment sur le climat ? Deuxièmement, comme on est très profond dans l'eau, par acoustique, on va mettre des écouteurs. Et on va faire un inventaire de la faune par acoustique parce qu'on connaît la signature sonore de toutes les espèces. Donc à la fois biodiversité et climat. Jean-Louis Etienne, le départ, c'est pour quand ? Il faut le construire. Il sera construit certainement en 2e année de 2019 et un départ en 2021. Et à 72 ans, vous serez de l'aventure ? Oui. Oui ? Oui, bon, si vous voulez, aujourd'hui, c'est beaucoup plus... c'est un navire, très confortable. Il a été fait pour rester confortable sur les 50e hurlants, qui a une réputation d'océan de tempête. Non, mais c'est l'aboutissement de 5 ans d'études. Je parle du bureau d'études qui a travaillé dessus. C'est une forme de station océanographique internationale qui va être en orbite autour de l'Antarctique, entraîné par le courant circumpolaire. Vous dites comme si de rien n'était, vous allez repartir. Mais vous carburez à quoi ? Qu'est-ce qui vous fait tenir ? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? L'envie. L'envie ? Vous savez, comme disait Johnny, c'est ce que je dis tout le temps, quand vous avez une idée, vous avez un truc qui vous tient à cœur, un truc qui fait que les lundis ressemblent à des vendredis, vous voyez ce que je veux dire ? Ça, il ne faut pas le lâcher. Et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il ne faut pas le lâcher. Mais la passion, ce n'est pas quelque chose qui a un feu éternel. Vous voyez, il faut mettre des bûches. Et donc ça, quand vous avez cette idée forte, c'est précieux, c'est à cultiver, c'est 3 choses, du temps, du travail, de la persévérance. L'un de vos livres, Jean-Louis Etienne, s'appelle « Le pôle intérieur ». Sur le plan intérieur, que vous a apporté chacune de vos aventures ? Elles amènent toutes quelque chose, et les aventures, mais les aventures, c'est des prises de recul. Si vous voulez, je vis l'essentiel de ma vie parmi les autres, si vous voulez, quoi. Et en fait, ce que je viens d'évoquer, le désir, l'envie, la construction personnelle. La construction personnelle ne se fait que sur des choses qu'on réalise soi-même jusqu'au bout. Vous voyez, et je dis aux enfants, par exemple, si vous avez commencé un modèle réduit d'avion ou de bateau qui n'a pas encore volé ou flotté, terminez et votre vie va changer parce que vous aurez réalisé quelque chose qui vous a fait rêver. Donc ça m'a appris ça, c'est d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Et c'est difficile, j'ai des moments de doute, j'ai des moments de découragement comme tout le monde, mais ne perdons pas de vue remettre le rêve à la surface. Vous voyez, à partir du moment où on a cette idée forte qui vous tient, on se rend compte qu'il y a du monde, qu'il y a de la concurrence, que c'est plus compliqué qu'on imaginait, qu'on a peut-être des doutes sur sa performance. Mais non, c'est que du travail. Et à un moment donné, il y a des seuils qui fait un bon film, vous voyez. On va voir un bon film, on ressort, on a la pêche. Une musique, celle que vous venez de passer à l'introduction, moi, ça m'a remis en... C'est J.J. Cale. J.J. Cale, ça m'a remis en forme. Des choses comme ça vous aident à passer des seuils et puis vous remettez sur la route. C'est que comme ça qu'on peut se réaliser. Jean-Louis Etienne, sur votre site internet, vous rendez hommage à des personnalités qui vous ont inspiré. Alors le musicien J.J. Cale, mais aussi le père Jean-Michel Jahouen, Christian Bobin, Théodore Monod. Oui. Que leur devez-vous ? Le père Jahouen, il m'a appris qu'il faut regarder au-delà de la carrosserie, c'est-à-dire notre aspect extérieur, si vous voulez. Il y a un cœur, il y a une âme. Et le père Jahouen nous a toujours expliqué aller au-delà de l'apparence, aller chercher cette petite lumière que peut-être les gens ont, mais qui paraît éteinte parce qu'ils n'ont pas un bon habitus. Vous voyez ce que je veux dire ? Il nous a appris ça. Et Christian Bobin m'a mis à disposition un refuge cosmique. Je m'explique. On a tous une étoile pour nous dans le ciel, suffisamment éloignée pour que nos erreurs ne l'atteignent jamais. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne d'avoir été le grand invité de la matinale. Vous serez aujourd'hui à Lyon pour ce colloque sur Lyon. Et puis vous venez d'écrire un livre pour les enfants qui raconte votre itinéraire. Ça s'appelle « L'enfant qui marche ». C'est aux éditions Plume de Carotte. Belle journée à vous.